Bonsoir, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être présents ici à l'ACB pour ceux qui ont fait le déplacement et merci aux followers, à nos suiveurs sur Facebook, sur notre page Facebook en direct. Ce soir, c'est la dernière de la saison et on est particulièrement ravis de la partager avec toi, Marie-Joëlle, puisque tu es une fidèle de l'ACB. Tu as officié, de temps en temps tu officies ici aussi derrière cette table à recevoir des auteurs et des autrices. Et en plus, depuis 2 ans, tu animes un atelier bien particulier au sein de la structure, puisque c'est un atelier d'écriture biographique et non autobiographique. C'est les deux. Et voilà, maintenant ça devient les deux. Voilà, très bien. Et donc, comme je dis, c'est particulièrement heureux de te recevoir ce soir pour un livre bien particulier dans ton travail qui s'appelle Le Retour de l'Africain blanc. Nous verrons de quoi il s'agit. Il s'agit tout simplement de la rencontre d'une jeune femme de 40 ans qui, pour la première fois, rencontre son père, qui était parti des années bien avant. Et c'est cette rencontre que tu racontes et les conséquences que cette rencontre va avoir et sur ton cheminement et sur toi, et peut-être aussi autour de toi. Je voudrais juste, pour poser le tableau, lire les premières phrases, parce que pour le coup, ce sont des phrases plutôt fortes et qui prennent le lecteur vraiment à la gorge. J'ai vécu avec ce trouble sentiment d'être la fille d'un traître. C'était du moins ce que l'on m'avait fait croire. Traître à son pays, la France, qu'il avait combattu sur le terrain des guerres coloniales en ralliant l'autre rive, celle de l'Algérie, l'indépendance, le FLN, l'Afrique. Traître à sa famille qu'il avait reniée, traître à sa compagne qu'il avait abandonnée, traître à moi, sa fille, qu'il avait néantisée en l'effaçant de sa mémoire. Et comme si cette humiliation n'avait pas suffi, je devais aussi porter cette autre tare, celle de mon illégitimité. Bon, nous verrons bien sûr ce que cela porte et supporte. Et dit, juste une première question, parce qu'effectivement, tu nous as habitués dans ton œuvre qui est longue, à un travail biographique, de recherche, et de dresser le tableau des femmes et des hommes que tu as, et notamment de ton père, que tu as écrit. Là, il ne s'agit pas d'une biographie, il s'agit d'une autobiographie particulièrement courageuse. Oui, merci. Effectivement. Oui, alors, les essais biographiques, effectivement, pour moi, c'était un acte militant. Et comme vous le verrez, qui est lié à toute cette histoire, donc qui est lié à la rencontre. Parce que je me suis intéressée à des acteurs et témoins de la colonisation et de la décolonisation. Il me semblait plus qu'important de mettre en évidence des figures qui avaient participé à cette épopée et qui étaient oubliées par l'histoire officielle. Donc quand je dis c'est un acte militant, oui, je l'ai entendu comme cela. Après le passage à l'écriture autobiographique, je dois vous avouer que si je n'avais pas été sollicitée par un ami producteur, Jean-Marie Gigon, de la maison de production Sanoussi, qui, après avoir lu la biographie que j'avais écrite de mon père, de Serge Michel, avait été intéressé par cette histoire. Et c'est lui qui m'a, c'est presque une commande, hein, c'est lui qui m'a presque enjoint d'écrire cette histoire, que je n'aurais pas écrit sinon. Lui, ce qui l'intéressait là, c'était l'histoire intime, c'est-à-dire celle de la rencontre entre un père et une fille qui ne se connaissaient pas. C'était cet aspect de choc des mondes, de 2 univers qui se croisent et qui doivent cheminer, s'apprivoiser, essayer de se rencontrer quelque part. Ce récit peut se lire à 2 niveaux. Ce niveau-là, plus psychologique, et je vais vous dire que dans mon cheminement, c'est celui qui aujourd'hui m'intéresse le moins et que j'ai sans doute dépassé, et puis cet autre niveau qui est une lecture plus, comment dirais-je, l'autre histoire, l'histoire collective, celle-ci, et ma rencontre avec l'Algérie. C'est cela qui a réorienté ma vie. Une histoire, là aussi,
s'il y a quelque chose de commun avec l'histoire intime, c'est que c'est une histoire qui est faite d'absence, qui est faite de manque, qui est faite aussi de mensonges, donc, et de béance. Donc voilà. Alors, je dois vous dire que pourquoi c'est si difficile le passage à l'écriture autobiographique. Et je crois qu'ici, il y a des amis qui suivent l'atelier d'écriture biographique et autobiographique et qui l'ont ressenti. On sait, c'est parfois très douloureux. Et pour moi, c'était très douloureux que de revenir sur cette histoire, parce que cette histoire, c'était sinon un tsunami qui serait carrément négatif, c'était du moins un tremblement de terre, avec des répliques qui ont lieu 20 ans après, encore aujourd'hui. Donc c'était une histoire douloureuse. Mais je pense qu'il n'y a pas de littérature sans l'émotion. Donc il faut laisser l'émotion s'exprimer. C'est très très important. Et dans cette démarche, eh bien, il faut laisser les choses remonter et s'exprimer. Donc c'est un travail que j'ai fait et qui valait, je crois, la peine d'être fait. Enfin, vous me le direz. Et ensuite, parce que je pensais, comme beaucoup d'entre vous qui vont vers l'écriture autobiographique, que cela ne méritait peut-être pas d'être écrit. Ce en quoi on se trompe lourdement. C'est une absurdité. Parce que même si cette histoire est on ne peut plus singulière, et on le verra, chacun d'entre nous possède des trésors qu'il ignore et qu'il faut laisser s'exprimer. Ensuite, difficile pour moi aussi par rapport à un autre angle de réflexion. J'avais écrit donc la biographie de ce personnage qui est un militant révolutionnaire et j'avais un certain scrupule à le montrer sous un jour, disons, plus humain, parce que là je décris un homme dans toute sa vérité, un homme en fin de vie, avec ses doutes, avec... voilà. Donc voilà pourquoi, pour moi, c'était quelque chose de difficile. Je dois dire que, parce que comme Mustapha m'a un petit peu donné l'ordre de ces questions, j'étais étonnée qu'il ait retenu certains épisodes, certains propos. Laisse-moi poser mes questions. Non, mais c'est très bien, très bien. Ça a ravivé ma mémoire, parce que je l'ai écrit il y a quelques années déjà. C'était un peu bloqué chez Derry, on est témoin. C'était un peu bloqué chez le producteur, à qui j'avais d'ailleurs vendu les droits, mais qui sont les droits à l'image. Je conservais les droits, mais disons par courtoisie, il m'avait demandé de retenir un petit peu la publication. Et puis, bon, le temps passe, c'est très long, et donc j'ai publié. Mais voilà. Alors, avant de parler de la rencontre, et de cette rencontre qui n'est pas seulement, à mon avis, je pense que la question intime est aussi importante dans ce livre, en tout cas, peut-être plus aujourd'hui pour toi, mais dans ce livre, que la question un peu collective, l'histoire de la décolonisation et ce qu'il en est advenu. Je crois que la charge émotionnelle, elle est aussi dans la rencontre d'une fille et de son père, et surtout que ça se situe à la fin de la vie du père, ça dure 4 mois, et là, c'est riche en émotions, en aller-retour, en questionnement, en doute, et je pense qu'on abordera sans faire de cette rencontre un livre psychanalytique, mais enfin quand même, il y a quelques éléments importants qui, à mon avis, sont une charge émotionnelle forte. Mais avant peut-être de poser la rencontre, d'où partons-nous? C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous dresser rapidement le tableau de qui est ton père, qui était ton père, et quelle est cette jeune femme de 40 ans qui va le rencontrer? Vous appartenez à 2 mondes complètement, je ne vais pas dire opposés a priori, mais en tout cas, spontanément, on aurait l'impression effectivement que la rencontre est impossible. Spontanément, oui. Je dis rencontre improbable, effectivement. Improbable parce que si l'histoire aurait pu effectivement s'écrire autrement. C'est-à-dire que si Raoul Peck n'avait pas tourné un film dans lequel mon père témoignait de sa proximité avec Lumumba, le premier ministre du Congo, Léopoldville indépendant, si le docu n'avait pas été n'était pas repassé à la télé, si j'avais eu autre chose à faire, eh bien, sans doute ne l'aurais-je pas rencontré.
Qui est-il? Alors, le retour de l'Africain blanc. L'Africain blanc, oui, pourquoi l'Africain blanc? Parce que je fais justement référence à Lumumba. Mon père a été son attaché de presse et ami. Du reste, il y a le bouquin, très curieusement, voyez-vous, ça c'est un hasard, mais le livre de mon père est réédité en même temps que je publie le mien, chez des éditeurs différents. C'est très curieux, hein, comme rencontre, voilà. Et Serge Michel avait été envoyé par le GPRA, donc le gouvernement provisoire de la République algérienne, dont il était le porte-parole, auprès de Lumumba, donc pour représenter l'Algérie combattante. Et Lumumba disait de lui, tu es blanc, mais tu as le cœur noir. C'est-à-dire la proximité donc du père, bon je le nomme Serge Michel, hein, avec l'Afrique et la lutte pour sa libération. Donc, qui était-il? Anarchiste libertaire, internationaliste, anticolonialiste, journaliste engagé, je dirais journaliste militant ou militant journaliste pour reprendre les termes d'Henri Alleg. Pour Henri Alleg, le journaliste lui-même, militant journaliste ou journaliste militant, pour dire que l'on met sa plume au service d'une cause. Donc, journaliste engagé, journaliste militant, caricaturiste dans la presse nationaliste algérienne, à qui il cédait l'un ou l'autre de ses caricatures à l'époque, écrivain, scénariste, peintre. Il a participé aux luttes anticoloniales pour l'indépendance de l'Algérie, bien sûr. Il a été, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, porte-parole du gouvernement provisoire de la République algérienne à Tunis. Il a représenté, donc, auprès de Lumumba, ça je viens de vous le dire. Puis il a été conseiller culturel du mouvement marxiste-léniniste de Mariane Ngouabi au Congo-Brazza, cette fois-ci. Puis conseiller culturel auprès du gouvernement de Luis Cabral en Guinée-Bissau, etc., etc., etc. Je saute les étapes, hein, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails. Mon père, donc Serge Michel, n'était pas un théoricien. Il n'était pas inscrit non plus dans un mouvement politique quelconque. C'était un libertaire, un anarchiste libertaire, tout à fait pur anarchiste. Il a agi d'instinct, guidé par un profond sentiment de justice, d'égalité et de liberté. Alors, Serge Michel, eh bien, tout se résume dans son pseudonyme, Serge Michel. Là, il annonce son choix identitaire. Lorsqu'il quitte l'Hexagone à la fin des années 40, début des années 50, il change de nom. Comme il dit il l'écrit dans un de ses livres, j'ai accroché ma vieille gabardine à un porte-manteau du port de Marseille et je suis parti sur la pointe des pieds comme un voleur débutant. Et là, il change de nom et il choisit Serge en souvenir de Victor Serge, donc figure anarchiste de la révolution bolchevique, et Michel comme Louise Michel, donc porte-drapeau du mouvement libertaire de la Commune de Paris. De cette façon, il annonce, si je puis dire, la couleur. Il s'affirmait dans ce choix-là. Il faisait sécession. Il passait de l'autre côté de la barricade, en traversant la Méditerranée et en se mettant au service du nationalisme algérien. Donc moi je dirais qu'il passait avant l'heure de l'anticolonialisme au décolonial. Pourquoi? Parce qu'il n'arrivait pas avec un projet, par exemple comme le Front Les Pieds Rouges à l'indépendance, il n'arrive pas avec un projet bien défini, il n'apporte pas à la révolution algérienne un projet, mais il se met à disposition. Il est là en attitude d'apprentissage et d'écoute. Donc voilà pour le père, hein, je crois. Oui, ça pour le père, c'est à peu près ça, parce qu'effectivement, c'est cette dimension humaine aussi qui je pense, est aussi intéressante, parce que la partie engagement, la partie liée à l'histoire avec un grand H et collective, on abordera aussi un peu en fin d'entretien.
Mais maintenant, quelle est cette femme de 40 ans qui vient voir cet homme anarchiste et libertaire, femme qui a construit sa petite vie petite bourgeoise avec des idéaux petits bourgeois et une perspective petite bourgeoise? Sa petite vie. Non, mais... Vite dit. Petite vie. C'est ce que vous laissez, c'est ce que vous dites aussi. Hein. Ah ben je dis ça, moi. Oui, ah ben d'accord. Il y a longtemps que vous avez écrit le livre, mais moi je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Ok, d'accord. Alors, succinctement, encore une fois. Donc, ma naissance correspond, d'après ce que j'en sais, hein, à son départ pour l'Algérie. Donc lui, il quitte tout, il quitte sa famille, il quitte son pays de naissance. Ma mère et lui se connaissaient depuis l'adolescence. Et en fait, ils devaient se marier en 1942, lorsque le service du travail obligatoire a happé donc mon père. Donc ils se sont retrouvés qu'après la guerre, et là, ben, les circonstances avaient changé. Donc, on m'a caché mes origines. Hein. Ma mère s'est mariée. J'ai reçu le nom du mari de ma mère, mais qui est parti quand j'avais 1 an. Donc, mes grands-parents paternels, les vrais que je fréquentais, donc, passaient pour être des amis de la famille. Voilà. Donc, j'ai vraiment vécu dans... voilà, il fallait tout cacher, c'était le mensonge, c'était tout ça. Et je n'ai appris qu'il était mon père qu'à l'adolescence. Voilà. On m'a laissé entendre alors qu'il était recherché par les autorités françaises. Sans autre précision qu'un article de presse que j'avais trouvé d'un journal qui, pendant la guerre d'indépendance, demandait qui est le mystérieux Serge Michel, etc. Donc c'est là que cette image de traître était née, hein, à travers la presse de l'époque, etc. Donc, moyennant quoi, ben, il fallait se taire, il fallait raser des murs et faire profil bas, et ne pas dire. Alors ma vie s'est déroulée un peu autour de cette absence. On dit en psychanalyse que l'absence de père ou de père de substitution, hein, ça équivaudrait à avoir les mains coupées. Et donc la conséquence, c'est cette impossibilité de saisir le monde, de saisir sa vie quelque part, d'être dans l'incapacité d'y faire sa place. Donc ma vie a été impactée par cette recherche du père, avec le sentiment confus que ma compréhension du monde dépendait de lui quelque part, et que ce serait lui qui me donnerait les clés. Donc c'est comme ça que, en 68, j'avais vu son nom au bas du Monde libertaire. Donc ben, je suis entrée en anarchie, et j'ai pas trouvé mon père, mais je suis restée. Tu vois qu'on n'est pas si éloigné que ça. Oui, mais je suis restée dans ce mouvement où j'ai réellement trouvé une famille à l'époque. Ah oui, donc avant de le rencontrer, oui, déjà. J'ai milité dans les groupes libertaires. C'est plus que ça, alors. Ah bon, ouais. Donc, j'ai milité dans les groupes libertaires. Voilà, où je suis restée quelques années par pure conviction. Alors plus tard, autre chose, c'est que comme j'avais fait des études de criminologie, on me propose de rentrer à Interpol pour m'occuper de la revue de police criminelle. Voilà, c'est autre monde. Hein. Et là, la première idée pour moi, c'était « Ah bah tiens, c'est peut-être pour moi l'occasion d'aller un peu farfouiller et de le retrouver. Hein. » Bon, évidemment, je ne l'ai pas retrouvé, et l'Interpol, je ne suis pas comme chez les anards, je ne suis pas restée très longtemps. Ensuite, plus tard, j'ai appris, j'habitais le 14e arrondissement de Paris, et j'ai appris que lui, à la même époque, habitait de l'autre côté du boulevard. On aurait donc pu se rencontrer en faisant nos courses, et encore une occasion ratée. Donc voilà, il y a eu cette recherche, et voilà quoi. Est-ce que, avant de faire une première lecture, qui va nous ouvrir sur la rencontre proprement dite, est-ce que tu te souviens quel était ton état d'esprit lorsque tu passes ce premier coup de fil, et lorsque tu raccroches le téléphone, tu auras un sentiment de culpabilité, et quel est ton état d'esprit lorsque tu décides d'aller le voir de la première rencontre? Alors, ben, mon état d'esprit déjà, bon, ben, je suis sidérée, c'est-à-dire je suis sous le choc, et je décris une expérience surréaliste. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment saisi ce que pouvait être le bateau ivre. Je flottais
je flottais. J'étais dans un état de sidération totale. Donc, pour moi, c'était évident que j'allais le contacter. Le contact a été très très rude, parce que j'ai appelé ma grand-mère pour lui dire que son fils n'était pas mort, puisqu'elle pensait qu'il était mort. Il n'avait donné aucune nouvelle pendant des décennies, donc à qui que ce soit. Donc j'appelais ma grand-mère pour lui dire, voilà, et je tombe sur cette voix. Hein. Lui, une voix très très rude. Parce qu'il logeait chez ta grand-mère. Il logeait, il était revenu donc chez sa mère, hein, comme un peu les saumons qui remontent le fleuve. Et voilà. Il avait été chassé par la décennie noire, il avait un temps habité donc chez un ami, puis il s'était souvenu qu'il y avait une mère, tiens, peut-être, est-elle toujours vivante, et donc il l'avait retrouvée et il était chez elle, il était très très malade. Donc je tombe sur cette voix, et je ne sais plus quoi dire, et je lui dis, qui êtes-vous? Et alors là, mais alors, vraiment, la fureur, quoi. Il me dit, mais on se présente avant d'interroger. Voilà. C'est normal, c'est normal. Et donc, je ne peux pas lui dire, je suis votre fille, c'était pas possible. Donc je lui dis, je suis la petite fille de votre mère. Et comme il était enfant unique, voilà. Donc là, il y a eu un silence qui s'est éternisé. Et c'est vrai que là, quand tu parles de culpabilité, j'ai dit, je l'ai tué. Ça y est, je retrouve mon père et je le tue. Et donc, voilà. Et donc, tout de suite, ensuite, il me parle d'une voix évidemment complètement transformée. Et il me parle de ces mots, il me dit qu'il était très malade, qu'on allait se rencontrer, mais il fallait attendre une semaine. Donc voilà, un état vraiment de sidération et la peur. Et la peur. Et je me suis longtemps interrogée sur cette peur qui ne m'a pas quittée pendant toutes ces années. J'avais peur. Alors peur de quoi? Bon, voilà. Peur de peut-être d'être rejeté une fois de plus, peur de ne pas être à la hauteur, peur qu'il s'en aille, alors que c'était vraiment impossible. Voilà, toutes les peurs étaient réunies là. Voilà. Toutes ces peurs, y compris même le sentiment de culpabilité dont on parlera un peu plus tard, sont peut-être liées justement à ce sentiment d'abandon qui fait que l'insécurité est permanente. Oui, parce que c'est bien connu cette histoire d'abandon. On porte la culpabilité, alors que normalement c'est l'autre. Oui. Si culpabilité il y a, c'est vrai quand tu m'as dit culpabilité, là j'avais oublié ce mot-là, parce que depuis j'ai fait du chemin, et c'est un mot que je rejette, mais alors totalement, à tous les niveaux. C'est-à-dire c'est un mot que j'ai barré de mon vocabulaire. Mais il est plusieurs fois présent dans le livre. Oui. Est-ce que je te propose de faire une première lecture? Oui. Page 34. Si tu te rappelles. Page 34. Parce que nous avons un peu travaillé avant. Oui. 34. 33, 34. Voilà. Ah, oui. Pour la rencontre, justement. Oui. C'est là qu'il se tenait, appuyé contre le chambranle de la porte. Il portait une chemise rouge à carreaux, avec une poche sur la poitrine tachée d'encre. Sa maigreur contrastait avec le début d'embonpoint qu'il affichait dans le documentaire tourné quelques années plus tôt. Il flottait dans un pantalon maintenu par une ceinture serrée au dernier cran. Ses cheveux blancs, fins et emmêlés, pointaient dans toutes les directions. On eût dit Moïse et ses cornes de lumière. Son regard d'automne accrochait le reflet d'un rayon de soleil furtif qui zébrait la pièce. Je reconnus ce regard, c'était aussi le mien. Il était vieux, mais en cet instant, il était redevenu jeune, débordant d'une énergie magnétique. Je crois que nous nous sommes dit bonjour. Puis il m'a prise dans ses bras. L'étreinte s'est imprimée sur ma peau, imprégnée dans ma chair. Son corps était squelettique, et j'eus peur que sous ma pression, ses os ne se brisent. J'ai senti cet irrésistible besoin de le protéger, une déferlante de tendresse m'engloutir. Nous avons ri, à défaut d'autre chose, et nous nous sommes assis là, dans la petite cuisine, pour entamer nos mutuelles confessions en suspens depuis tout ce temps.
Tu ressembles à mon dernier amour, me dit-il enfin, après le silence abyssal imposé par l'émotion. J'aurais pu en être flattée. J'en conçus d'emblée du ressentiment à l'égard de celle qui concentrait toujours ses pensées. J'avais en moi tant de questions que je ne savais plus lesquelles ni comment les poser. Une seule me taraudait. Pourquoi être partie? Et incidemment, pourquoi m'avoir laissée? Pourquoi n'avoir jamais cherché à me rencontrer? Pourquoi ne s'être jamais enquis de ma santé, de mon devenir, de ma vie? Mais il était trop tôt pour aborder le sujet, la fuite, toujours cette peur irraisonnée qu'il ne se déroba. Mais comment aurait-il pu s'enfuir, lui dont les pieds ulcéreux lui interdisaient de marcher plus de quelques mètres sans risquer la chute? D'ailleurs, et je l'apprendrai à mes dépens, il y avait de bien multiples façons de s'esquiver et d'éluder les questions. Curieusement, je n'envisageais pas le départ définitif, la mort, la Camarde, la grande faucheuse, quel que soit son nom, me paraissait totalement hors sujet. Non, cela ne pouvait se faire. Si le destin nous avait enfin réunis, ce ne pouvait pas être pour nous séparer, ni aujourd'hui, ni jamais. Pourtant, je sentais confusément que le compte à rebours venait de s'enclencher. Je l'entendis me demander ma main, je la lui tendis volontiers. Il la retourna, paume ouverte. Il y passa ses doigts, la pressa, l'examina avec attention avant de constater « Tu as les mêmes lignes de la main que moi, tu es bien ma fille. » Devant sa curieuse conception de la génétique, j'esquissai un sourire avec cet arrière-goût d'amertume qui puisse encore douter de ma légitimité. Voilà. Donc ça, c'est le premier jour, c'est la première rencontre. Ça ouvre une parenthèse de 4 mois dans votre vie, hein, oui. qui n'est pas une parenthèse, qui serait une ouverture, on verra après pourquoi. Mais quels sont les éléments constitutifs de cette rencontre, alors qu'elle était improbable au départ? Le fait, par exemple, que vous découvriez un homme malade, fragile, est-ce que ça a été un élément qui a joué? Ah, énormément. Quand je parle de tendresse, c'était très curieux parce que, en fait, une fille retrouvant son père, même à un âge avancé, on peut s'attendre qu'il y ait de la part du père cette affection. Et là, c'est moi qui devenais en quelque sorte presque la protectrice, la mère. C'est très, très curieux, ce sentiment. C'était un sentiment très trouble. Alors en fait, tout a démarré, comme je le disais tout à l'heure, avec ce film de Raoul Peck, où je découvre ce visage. Donc moi, je ne connaissais que le visage de l'enfant ou du jeune homme, celui qui était sur les murs de la petite maison de mes grands-parents paternels, les photos du jeune homme que possédait ma mère. Mais tout à coup, d'un coup, c'est un vieillard qui paraît. Et ça, c'est terrible aussi, parce qu'on se ressemblait quand même assez. Et donc, tout à coup, c'est l'effet miroir. Vous vous retrouvez vieux, vous-même, d'un coup. C'est très étrange comme sensation. Et alors, tout était cocasse. Il y avait des moments cocasses dans cette histoire, tout au long de cette histoire. Et Raoul Peck avait donc mis comme titre Serge Michel, anarchiste retraité. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'avait interpellée, parce que moi, je ne savais pas qu'il y avait une retraite pour les anards. Moi, s'il n'y en avait pas. Hein. Donc, c'était assez curieux. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la première étape de notre rencontre. Alors, il y a deux autres éléments sur lesquels j'aimerais que l'on s'arrête avant d'aller plus avant. Parce que bon, je passe, et ça je laisse le soin aux lecteurs, lectrices futurs de découvrir votre cheminement, vos doutes, vos agacements, vos rejets même, etc. Tout cela, c'est pas linéaire, tout cela, c'est un questionnement, c'est un trouble important que vous traversez. Mais dans ces éléments constitutifs de la rencontre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Cet homme était envoûtant, cet homme vous a envoûté, cet homme vous a appris en 4 mois beaucoup de choses. Oui. Oui, beaucoup de choses en 4 mois. Bon, déjà, pas sur mon histoire intime, puisque je n'ai pas osé lui poser des questions, et que lui, il ne les a pas abordées.
En revanche, il m'a appris autre chose qui pour moi a été l'essentiel, peut-être maintenant que je l'ai dépassé, je m'en rends compte. Et déjà, c'était ce premier contact avec l'Algérie, parce qu'il arrivait chassé par la décennie noire, donc par les fondamentalistes religieux. Il m'a raconté un petit peu comment ça se passait là-bas, donc ça, je l'ai saisi. Il m'a donné à lire ses livres, des autofictions où l'Algérie était omniprésente. Et puis, il y avait autour de lui une sorte d'aréopage, un cénacle qui comprenait des écrivains, des journalistes, un ancien ambassadeur de France à Alger, Audibert, et puis tant d'autres. Voilà, donc ça, c'était envoûtant. Parce que ça se passait, on était tous assis autour de lui dans son lit d'hôpital. Et donc ça, c'était envoûtant. Et c'était mon premier contact avec l'Algérie, c'est-à-dire ce goût des mots, ce goût de la tchatch, ce goût de la joute verbale. Et ça, c'était fascinant. Et que j'ai retrouvé après dans le milieu, justement, des exilés de la décennie noire à Paris. Ça a été l'un de mes premiers contacts. Ensuite, dès qu'il meurt, et je suis immédiatement contactée par les officiels. Avant d'arriver à laissons-lui encore quelques minutes. Quand je parlais d'envoûtement, je parlais à cette ouverture intellectuelle, culturelle qui se présente à vous. Il vous fait découvrir Sioran, Michaud, les surréalistes, etc. Il baigne votre humanisme de l'époque un peu mystique dans le bain un peu glacé de Sioran, etc. Ça vous ouvre. C'était déterminant. D'abord parce que ça m'a permis aussi de mieux le connaître. Parce qu'il m'a passé les livres de Sioran, donc les aphorismes, tout cela. Michaud aussi, et tous ces livres étaient annotés. Alors vous voyez, quand on ne veut pas parfois annoter les livres, ça peut être utile pour ceux qui vont les lire derrière et qui vont vous découvrir à travers vos annotations. Donc ces livres étaient annotés et je l'approchais à travers justement sa lecture à lui. Et puis, oui, tout un monde dans lequel je suis entrée qui m'ouvrait à autre chose. Et puis Sioran, Sioran, s'il avait choisi Sioran, c'était pas un hasard, hein, c'est parce que quelque part, cela lui correspondait totalement, sa vision du monde était tout à fait celle, non pas pessimiste, parce que quand j'ai découvert Sioran, la première lecture, on dit mais quelle noirceur, mais quel pessimisme, mais en fait non, il fallait voir au-delà. Et puis Michaud, ce poète qui ne ressemble à aucun autre poète, effectivement, tellement atypique, avec toutes ces expériences aussi à tous les niveaux, pour aller au-devant des mots. Voilà. Et donc cela... Et puis il y a cette galerie de personnalités dont tu nous parles. Oui, bien sûr. Alors, celui que j'appelle le commandant Bachir, parce que j'ai pas gardé les noms, hein, oui. Bon, par discrétion quand même si certains l'auraient sans doute accepté, mais j'ai changé les noms. Donc, les deux protagonistes, c'est-à-dire la fille et le père, je les nomme pas, c'est je, mais on sait que la narratrice et l'auteur ne font qu'une même personne. Et le père, je ne le nomme pas. Bon, quoi, après tout, pourquoi ne pas le nommer? Par discrétion sans doute, pour ce que je disais tout à l'heure. Peut-être aussi un petit clin d'œil vengeur, tu m'as pas donné ton nom, écoute, je te nommerai pas, puis voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Non, la galerie de personnes qui la galerie de personnages, alors voilà, le commandant, c'était le commandant Asdin, hein, le commandant Bachir, c'est le commandant Asdin, que j'ai rencontré après quand je suis allée en Algérie. Effectivement, c'est une personnalité. Et puis il y avait tous ces journalistes qui ont participé donc à toute ces luttes. Là, je suis plus à Saint-Germain-des-Prés. Ah, t'es à Saint-Germain-des-Prés là? D'accord. Sartre, Boris Vian, Zara. Oui. Il était pote aussi, il a travaillé avec Rossellini, Lecce. Alors Lecce c'était à Alger en fait. C'était quand il avait fondé ce journal
ce journal du soir avec Mohamed Boudia. Du reste, je suis contente que Rachid soit là, donc son fils. D'abord, c'est intéressant parce que je m'aperçois que Rachid a à peu près la même démarche que moi à certains égards. C'est-à-dire qu'on est passé de l'intime au collectif. On a la même démarche. Ça, c'est très très intéressant. Voilà. Donc, avec Mohamed Boudia. Et là, effectivement, il a rencontré le Tché. Il a passé une nuit avec le Tché où ils ont parlé de l'éventualité pour lui de l'accompagner au Congo. Et bon, ça ne s'est pas fait. Donc, il m'a parlé de tout cela. Et c'était magique de rencontrer l'histoire à travers ce personnage-là. C'était vraiment une encyclopédie par rapport à ça. Voilà, donc il y avait qui d'autre, je ne sais plus. Hein, mais oui, enfin, il y avait un tel catalogue de personnalités de premier plan qu'il y avait de quoi être embouté. Oui, voilà. Et avec l'emboutement, il y a ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire, je pense qu'il y a un phénomène de sublimation, je vais vous citer. Cet homme n'était plus un traître. Vous commencez à découvrir l'homme qui était votre père. Cet homme n'était plus un traître. Il avait lutté contre l'injustice. L'Africain blanc appartenait bien à l'Afrique qui, en ces années 60-70, s'était libéré du joug colonial. Son abandon devenait alors tolérable, et ce qui avait été ressenti comme de la lâcheté était sublimé pour une juste cause. Voilà, tout est là. Tout est dit là-dedans. Tout est dit là-dedans. Voilà. Donc il y a toute la séquence où il est hospitalisé. Là aussi, il y a quelques passages savoureux d'ailleurs. Et puis, bien évidemment, cet homme va mourir et vous allez vous retrouver dans un avion avec le corps de votre père dans la soute à bagages, direction Alger, un pays et une ville que vous ne connaissez absolument pas. Non. Et là, j'étais vraiment dans le... j'étais dans quoi? Dans le brouillard. Le cyclone, dans ce que vous voulez. Et c'était très très brutal. Hein. En 4 mois, tout le monde était totalement bouleversé. Donc déjà, j'ai commencé à... j'ai approché, alors outre donc l'Algérie de mon père, avec la fascination dont tu parlais. Après, il y a plusieurs étapes. C'était les officiels, donc le consulat. Et là, on a commencé à faire mon éducation. Je me souviens du consul qui me dit « Ah oui, pour vous, le 8 mai 45, c'est la fête de l'indépendance. Vous savez, pour nous, c'est la commémoration des massacres, donc de Sétif, Guelma, etc. » Et oui, donc là, c'était déjà l'ouverture à autre chose. Ça commençait comme ça. Et ça a commencé là, hein, ça a commencé au consulat, où on m'a fait la leçon aussi. À l'aéroport, il y avait des conseillers qui venaient m'expliquer ce qu'était l'Algérie, que c'était la liberté de la presse. Il faut dire que par rapport à ce que c'est aujourd'hui, je crois que ça l'était. En 97. Oui, voilà. Et on m'avait dit, vous savez, plus libre que chez vous. Et, bon, et on a commencé à me faire un petit topo, dont j'avais besoin d'ailleurs, mais que je recevais sans tout me passer au-dessus de la tête, parce que j'étais en prise avec une émotion très très forte. Et donc, voilà, donc des journalistes arrivent et commencent à me poser des questions. Les questions, ce sont eux qui aiment les poser. Un homme et une femme que l'on me présenta comme journalistes d'un canard dont je ne retins pas le nom. « C'est votre premier voyage en Algérie ?» J'eus honte de répondre par l'affirmative. Je sentis les regards croisés du consul et de Marc. Marc, c'était mon chaperon. Hein. C'est lui qui avait organisé les obsèques avec le commandant Asdine à Alger. Savoureux, ça penche. Et de Marc convergeaient dans ma direction. Le premier sévère, le second inquiet. On dit que votre père a demandé à y être enterré. J'étais bel et bien dans la nasse. J'allais devoir apprendre très vite à convertir ma pensée en langue de bois. J'acquiesçais. Dans quelles circonstances a-t-il quitté le pays? Que répondre? Je réalisais que j'ignorais presque toute la vie de mon père. Le peu de confidence qu'il m'avait faite s'était dilué dans l'évanescence des émotions. Je me sentais amnésique. J'étais tétanisée. Paniquée à la seule idée d'être prise en défaut et remise en question dans ma légitimité. J'étais fille de mon père depuis 4 mois. Sa dédicace sous le titre de l'un de ses romans l'attestait. Mon statut de fille récemment acquis n'avait pas eu le temps de se cuirasser. Comme la nationalité, elle n'était, semblait-il, jamais définitivement acquise.
Au moindre faux pas, c'était la déchéance. Passagère clandestine, embarquée dans une histoire qui n'était pas la mienne, je vivais la peur au ventre. La paranoïa me guettait. Et si les journalistes n'en étaient pas? S'ils n'étaient là que pour me tester, vérifier ma légitimité? On débarque l'imposteur, on le renvoie dans ses foyers sous les lazzi des badauds. Marc se fraya un chemin jusqu'à nous et s'interposa discrètement. Il accapara la parole et servit un discours formaté où il était question de guerre de libération, de frères de lutte, de peuples amis. J'écoutais avec intérêt ce langage que j'allais devoir apprivoiser et faire mien dans un futur proche. Marc s'épongea à nouveau le front. L'effort lui avait donné soif. Il nous entraîna à sa suite en quête d'une bouteille de Djibi. Le whisky préféré des Algériens, me susurra-t-il à l'oreille, entamant mon initiation aux coutumes locales. Nous le suivions maintenant au pas de course. Le consul digne et raide, toujours tiré à 4 épingles, les conseillers poussifs, et moi, claudiquant sous la douleur de cette cheville qui enflait à vue d'œil. Oui, parce que ma fille avait rencontré un caddie à l'aéroport. La bouteille emballée, Marc, qui la biberonnait déjà du regard, consentit enfin à embarquer. Les officiels nous escortèrent jusqu'au cockpit. La tournure qu'avait prise l'événement m'avait laissé présager un traitement de faveur. Faute de place en classe VIP, nous voyagerions anonymes, passagers parmi d'autres, au coude à coude, en classe économique. Calé dans mon fauteuil, je me sentais trop lasse pour chercher à comprendre. Un trop-plein d'émotions, de sensations, m'avait vidé de toute énergie. La douleur physique lancinante accaparait mes pensées et reléguait pour un temps celle provoquée par la disparition de mon père. Ultime voyage. J'allais traverser le Styx pour le séjour des morts. Pouvait-on se reposer en enfer? Une question me harcelait dans un va-et-vient tout aussi oppressant qu'incrédule. Qu'est-ce que je faisais là, dans cet avion, en partance pour Alger, ville en proie aux attentats, la cheville en feu, mon père inconnu refroidi dans sa boîte, enfermé dans la soute à bagages, et mon chaperon déjà ivre en ce début de matinée. Je glissais dans un demi-sommeil, les images flottaient décalées, formes hybrides d'un tableau surréaliste, monstrueuses et incongrues. Je revis, comme dans un vieux film muet, les séquences saccadées et morcelées d'une rencontre si étrange qu'elle me semblait presque irréelle. Vous débarquez donc à Alger. Oui. Et vous découvrez un autre monde. Et j'ai découvert avec un peu de naïveté au départ. Ah ouais, avec beaucoup de naïveté d'ailleurs. Donc je flotte complètement. Donc j'étais avec cet ami de mon père qui avait organisé donc les obsèques. Je rencontre le commandant Asdin qui m'emmène au Club des Pins. Bon, ben c'était 97, hein. Donc il y avait les barrages. Il y avait, c'était entre les attentats et les massacres à cette époque, fin juin, début juillet. Et donc 200 militaires à l'entrée du cimetière pour les obsèques, alors qu'en France, lorsqu'il est mort, l'assistante sociale me dit bon ben ce sera le carré des indigents, bel euphémisme pour parler de la fosse commune. Et tout à coup, c'était des obsèques nationales. Donc, on connaît la vérité au-delà des Pyrénées et autres vérités en deçà. Et là, j'étais reconnue comme la fille de mon père. Donc, reconnaissance éternelle. On me dit, vous êtes algérienne, donc c'était trop, hein, c'était beaucoup. Et puis, je rencontrais donc beaucoup de gens, des anciens moudjahid, les officiels. J'étais reçue également dans les ministères. Où l'on commença à me parler des archives. Votre père a sans doute des archives. Des archives. Pas les supprimer. Voilà, donc moi l'archive, je ne sais pas trop. Pour moi, des archives, c'était en bonne étudiante que j'avais été, des rangées de bouquins où on classait des dossiers. Moi, c'était pas ça. Donc, naïvement, j'ai répondu, ah ben oui, et comme il était peintre aussi, j'ai hérité de ses pinceaux, j'ai hérité de ses... Voilà. Et on me dit, bon,
Écoutez, on pense que nous allons donner son nom, je dis ça, voilà, à une ruelle. Donc dans ma tête, je me suis dit que une impasse, ce serait peut-être plus approprié. Donc voilà, mais c'était très fort, c'était très puissant. J'ai rencontré des gens magnifiques, merveilleux. Et là, obsèques, et les obsèques, c'était très puissant. J'ai rencontré Louisette Hirfilaris, qui va faire beaucoup parler d'elle en 2001, quand son martyr, ses viols par les paras de Bijard ou de Massue, oui, l'avait torturé, etc. Faut dire que quand, en 97, je rencontre Serge Michel, l'Algérie, pour moi, c'est quoi? À remonter, bien sûr, mon enfance, parce que mon enfance dionysienne, du reste, mon père et moi, on est nés à Saint-Denis, ville qu'on disait, lui, il est né en 22, donc ville rouge, disait-on à l'époque, et on disait aussi première ville kabyle de France, disait-on aussi à l'époque. Donc moi, quand je suis née, c'était donc la guerre d'indépendance, et j'habitais dans les quartiers populaires, donc entre l'épicier kabyle et le gérant du bistrot kabyle en haut de la rue. Et les voisins qui aidaient messieurs qui aidaient ma grand-mère à porter ses courses, c'était aussi des Kabyles. Et donc il y avait la guerre des cafés dans ma rue, puisqu'il y avait des cadavres dans les couloirs. Vous faites référence à la guerre entre FLN et le MNA. Voilà, c'est ça. Et donc, il y avait les flics dans l'embrasure des portes aussi. Donc tout ça s'est remonté un petit peu. Tout ça s'est remonté, c'était ça. Après, quand j'ai donné des cours de français langue étrangère, c'était dans les foyers Sonacotra, c'était tout ça. Donc il y avait quand même il y avait quelque chose à la base. Mais après, en 97, il faudra attendre 99 et octobre 99 pour que le décret d'application reconnaissant enfin que la loi reconnaissant que la guerre d'Algérie n'était plus un événement mais une guerre, il faudra attendre 99. Il faudra attendre 2001 pour qu'on remette sur la table donc effectivement l'histoire des viols comme arme de guerre et la torture, avec les mémoires d'Ossarès dans la foulée, hein, et les aveux, etc. etc. Donc, va falloir attendre tout cela. Donc, 97, c'était pas encore, voilà, à ma décharge, si je puis dire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Bon, l'enterrement, j'ai rencontré des femmes merveilleuses, Louisette et d'autres. Donc, on m'a remis, bien sûr, après. Alors, je me suis retrouvée à Paris, toute seule d'un coup. Je me suis retrouvée toute seule avec mon drapeau, le drapeau algérien, qui recouvrait donc le cercueil de mon père, son portrait, un énorme portrait, et puis des fleurs. Et là, on se retrouve tout bêtement à Orly. Et c'est fini, ça y est, c'était pour arriver là, cette histoire. Donc ça, c'était pas possible. Donc voilà. C'est à ce moment que vous allez apprendre que vous êtes devenue une amie de l'Algérie, une amie toute officielle de l'Algérie, parce que vous allez évoluer dans les cercles tout officiels de l'immigration algérienne, dans la crème du monde associatif, des personnalités officielles, etc. C'est une Algérie que vous ne connaissiez pas. Ce n'est pas forcément cette Algérie qui va vous satisfaire. Non, pas du tout. Alors, bien sûr, bon, s'en est suivi une grande période de déprime, hein, qui, voilà. On ne sait plus, et de culpabilité par rapport peut-être aussi à ma famille, parce que c'est vrai que pendant toute cette période, j'ai délaissé ma famille qui était mon centre quand même, puisque j'avais cessé toute activité professionnelle pour m'occuper de mes enfants. Donc oui, il y avait ça, et là je suis d'accord avec toi, il y avait une certaine culpabilité, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé avec la rencontre de mon père? Alors là, je vais encore recourir à certaines écoles psychanalytiques qui vous disent qu'il y a en vous deux personnalités. Il y a la personnalité numéro 1 qui est sociale,
qui est celle donc en quête d'une certaine respectabilité, quelque part, d'efficacité, et puis qui va vous faire que vous allez fonder une famille, peut-être une carrière si vous en faites une ou pas, etc. Il y a cette personnalité-là. Et puis il y a l'autre personnalité. C'est la personnalité imaginative, c'est celle qui vient des racines profondes, qui vient de l'inconscient, qui vient aussi de tous ces strates de ceux qui vous précèdent, de vos aïeuls, de tout ce que vous ignorez, tout ce dont vous n'avez pas conscience, mais qui sont là. Et donc mon père, eh bien, il m'a révélé ça, il m'a révélé cet autre aspect de moi-même. Et après, il faut faire avec, c'est-à-dire qu'il faut, il faut vivre avec ces deux. J'étais à ce moment-là une femme coupée en deux. Puis, bon, avec le temps, on arrive à s'équilibrer, mais c'est un long chemin. Et là, donc, après, je suis invitée donc, aux réceptions d'ambassades, etc. Je suis une fille d'Algérie, je suis la fille du Moudjahid, c'est extraordinaire quand même. Ça me rappelait mon voyage à Alger, j'avais vraiment l'impression d'entrer dans une autre dimension, une autre famille. Et puis, très très vite, j'ai vu aussi les travers. Alors, il y avait en tant qu'observateur extérieur, il y avait des choses assez cocasses. Par exemple, il y avait tous les amis d'Algérie. Et qui étaient des gens formidables aussi. Je pense au cinéaste, comment il s'appelle, Vautier. Il se haïssait du reste avec mon père, mais bon, c'est la petite histoire. Mais Vautier, et j'ai rencontré toute une planète de gens assez formidables, mais qui quêtaient un petit peu là une reconnaissance de leur engagement. Parce qu'évidemment, en France, ils étaient niés, et pour cause. Et là, ils quêtaient un petit peu cette reconnaissance. Et bon, c'était un côté que je trouvais un petit peu triste, quelque part, mais que par ailleurs que je comprenais bien. Et puis, alors, c'était à qui serait le mieux placé et celui qui avait fait le plus de choses. Et bon, là, je suis très critique, parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué à cette époque. Donc, il y avait ce côté-là qui est un petit peu cocasse et un peu, voilà, que je trouvais un petit peu futile, et en même temps, qui ne l'était peut-être pas tant que ça. Donc voilà, ça c'était le côté officiel. Et puis ensuite, très vite, je me suis retrouvée dans le milieu des exilés. Donc le milieu des exilés de la décennie noire. Et beaucoup de journalistes. Et là, c'était une étape extraordinaire. Parce que mon père avait formé après l'indépendance, donc 63, pour le journal Chab, le journal du parti, il avait formé les premiers journalistes algériens. Après, on lui avait demandé également de créer une école de journalisme, ce qui ne s'est pas fait d'ailleurs. Et là, ceux que j'ai rencontrés, quand je leur parlais de Serge Michel, ça voulait dire quelque chose. Donc là, je redécouvrais encore mon père différemment. Et puis en même temps, là, ils m'ont dit, écoute, voilà, on va te former, nous, à notre tour. Et j'ai toujours rêvé d'être journaliste. Donc ils m'ont formé, ils m'ont un peu initié à ça. Et je suis devenue correspondante de la Dépêche de Kabylie, à Paris, entre autres. Et voilà, donc j'ai un petit peu cheminé là-dedans, ils m'ont un peu formée à tout cela. Et je suis rentrée dans la vie associative aussi, de cette association qui s'appelait Talmats, qui faisait le lien avec Ali Zamoum, que vous connaissiez sûrement ici à l'ACB. C'est une grande figure de la guerre d'indépendance. Et on était en lien avec des villages de Kabylie, où donc on avait envoyé une ambulance, pas mal de choses. On était un petit groupe comme ça. Puis après, il y a eu l'affaire Benchikou. On avait formé un groupe, aussi c'était un journaliste, Benchikou, qui avait été arrêté. Voilà, je ne rentre pas dans les détails. Et donc, on avait formé un comité pour sa libération, etc. etc. Et là où je pense que ça a commencé à se gâter, c'est quand il y a eu une remise des médailles du Moudjahid. Donc je recevais la médaille du Moudjahid de mon père.
J'avais fait venir un de mes fils, du reste, qui l'avait reçu. Et donc, on nous demande un discours. Et donc, je parle de la liberté de la presse. Et là, là on est venu gentiment me prendre par l'épaule et me prendre le micro. Et là, je me suis dit, bon, je vais peut-être plus être invitée. J'ai été de moins en moins invitée, effectivement. Mais, et après, il y a eu la CB. Voilà. Parce que ça fait plus de 20 ans que je suis ici, quand même. Et là, j'ai appris une autre histoire. Et là, j'ai encore appris une autre histoire. C'était l'histoire donc des mouvements, l'histoire du printemps berbère, l'histoire du printemps noir. Voilà, j'ai encore appris une autre histoire. Voilà. Bon. Une dernière lecture avant de vous livrer à la salle. Oui. Une dernière lecture. Justement, celle qui introduit cette ouverture sur cette autre Algérie que vous allez découvrir. C'est à Paris, dans le quartier Belleville-Ménilmontant, que j'ai trouvé les enfants de la révolution algérienne. Ils avaient grandi bien au-delà de l'âge de raison et avaient été contraints à l'exil pendant la décennie noire, celle des années 90. Intellectuels, artistes, syndicalistes, laïcs et démocrates, ils avaient accusé le choc de l'assassinat de leurs proches. Toujours la même histoire, la sonnerie agressive du téléphone, la voix redoutée annonçant l'inéluctable, la mort violente d'un ami, d'un parent, d'un enfant, et la vie versait dans le cauchemar. Il fallait alors sauver sa peau, tout quitter, du jour au lendemain, comme dans un roman noir, chavirer au moindre bruit, raser les murs, sauter dans la voiture d'un ami, s'y tapir jusqu'à l'aéroport, puis Paris, et d'abord le soulagement de s'en être sorti, l'étonnement de se voir déambuler dans les rues de la capitale, de flotter en marge du temps, de se surprendre à regarder les roses éclore au jardin des plantes, au pied de la statue L'amour captif, sous la garde de Lamarck, fondateur du musée d'histoire naturelle qui borde le jardin. Et bientôt, l'angoisse, à nouveau, masquée mais omniprésente, cette sensation toujours d'être épié, surveillé, traqué. C'est tout cela qu'ils m'ont raconté, me donnant à voir une autre Algérie, loin des privilèges et des discours officiels à la gloire de la Révolution. On se retrouvait à la cantine, l'un des nombreux bistrots kabyles du quartier. Au-dessus du bar, des photos panoramiques du Djurdjura faisaient de l'œil à ceux que l'on appelait les Chibani, ces vieux travailleurs immigrés en métropole. L'étranger n'était pas celui de Camus, c'était lui, ce vieil immigré privé de tous les verbes, ceux d'ici et ceux de là-bas, figé dans son mutisme et sa solitude. Il retrouvait à la cantine d'autres solitudes, toutes convergeant vers l'unique poste de télé par où passaient encore quelques parcelles de rêve. Lounès servait les sardines grillées du vendredi avec son sourire farceur et sa voix grondante comme une cascade dévalant les sentiers pentus de son doigt. La nostalgie était si prégnante qu'elle pétrifiait les regards. On y macérait, non sans parfois une certaine délectation. Je continue? Non? Je pense que c'est bien. Hein. Ok. Je pense que c'est bien. Et merci Marie-Joëlle. Merci à toi, merci à vous. Je vais donner la parole à la salle s'il y a des questions, des commentaires, des réactions. Allez-y, monsieur. Ah oui, non. Vas-y. Pourquoi tu souris? Non, donc moi, c'est deux petites questions. Tu as parlé un petit peu de la reconnaissance. Déjà, permettez-moi une introduction, ça continue un petit peu, Rachid Boudi à toi, et puis évoquer Pierre Rodin qui nous a quittés. Pierre Rodin, le fils de Maurice Rodin. D'accord. Donc il y avait aussi cet rapport au père, tout ça par rapport. Donc c'était juste pour l'évoquer. Oui, du reste, vois-tu, à une époque, j'avais pensé écrire un ouvrage sur les fils d'eux. C'est ça, c'est dans ce sens-là, merci. Sur les fils d'eux. Et puis, en fait, donc j'avais commencé à dresser la liste. Et je voulais beaucoup aussi rencontrer, c'est vrai, on se connaissait moins à l'époque, Rachid, c'est dommage, sinon j'avais de la matière avec toi. Mais par, comment s'appelait, le fils de Henri Alleg, le philosophe, Salem, je ne sais plus quel était son prénom, Jean Salem.
C'était très très intéressant, très très intéressant. Ah oui, puis il est mort. C'est vrai, il est mort. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'intéressaient à cette époque. C'est pareil, quand je suis allée au-devant de mon père pour écrire sa biographie, j'arrivais souvent trop tard. Hein, au dernier moment, je devais rencontrer par exemple Mohamed Yazid. Hein. Il est mort juste avant que je le rencontre, et puis beaucoup, enfin j'en ai eu quand même quelques-uns. C'est là l'importance des traces. Hein. Hein, c'est là l'importance des traces, vraiment. Oui, pardon, j'en ai questions. Oui. Peut-être une très rapide, et puis l'autre très rapide, d'ailleurs les deux. La première, bon, est-ce que finalement Serge Michel a eu une rue ou une impasse ou un petit truc en Algérie? On commente la première, d'après ce que j'ai compris. Bah, c'était une impasse, parce qu'il ne l'a pas eu. Donc il y a cette reconnaissance. La deuxième... Non, là on a oublié, là, carrément, hein, c'est fini. Alors, on est passé à autre chose aujourd'hui, j'ai l'impression. La deuxième, c'est par rapport à sa vie de famille. Est-ce que pendant, je ne sais pas comment qualifier ça, quand il a quitté la France et qu'il est devenu un autre personnage, Serge Michel, est-ce qu'il a eu des contacts avec la famille par courrier? Est-ce qu'il a laissé donner des indices? Rien. Voilà, merci. Très rapide. On apprend juste qu'il a juste par rapport à la famille, il a quand même fondé une famille par ailleurs. Oui. Il a eu trois enfants, trois fils au moins, voilà. Et bon, ça vous le racontez comme vous racontez ensuite. Vous continuez ensuite effectivement votre enquête, vous racontez la rencontre avec sa compagne et son amante. Pardon, 16 amantes. 16 amantes. Non mais là, il n'y en a qu'une. Ah, il n'y en a qu'une? Oh, j'en ai oublié. C'est l'histoire qui m'intéresse, il n'y en avait qu'une. Moi, je pense, est-ce que tu n'as pas eu un sentiment, un ressentiment plutôt, lorsque des parents s'avisent d'écrire ce qui est devenu, ce qui deviendra l'histoire, et qu'il y a un enfant. Ils ont choisi l'histoire par rapport à la normalité parentale qui est d'élever son enfant. Est-ce qu'il y a quand même un ressentiment et même une espèce de rejet pendant longtemps lorsqu'on voit que les parents ont vécu, mettons, la guerre d'Espagne et puis la résistance, et que l'enfant a été laissé un peu caché, abandonné dans un coin. Est-ce que tu n'as pas eu ce ressentiment, même en face de gens qu'on peut considérer comme héros? Alors, bien sûr, ça ne m'a pas quitté. Ça ne m'a pas quitté. Ce cheminement dont je vous parle, je l'ai fait après ma rencontre, et ça a été assez rapide quand même, hein, parce que j'ai été portée par tout ce que je vous raconte là. Mais oui, évidemment. D'ailleurs, si à une époque, je l'ai recherché, et puis à un certain moment, j'ai dit, bon, ce type n'a pas voulu de moi, bon, eh bien je ne veux pas de lui. Et je laisse tout ça tomber. Voilà. Je ne lui ferai pas ça. Voilà, j'ai eu ce ressentiment. Oui, je l'ai eu profondément. Et dans mon choix, justement, de me glisser dans une vie plus, comment dire, conventionnelle, il y a eu de ça. Voilà. Moi, je vais faire autre chose. Oui, absolument. Absolument. C'est pour ça que ça m'aurait intéressé de faire ce travail auprès des enfants de ces militants engagés. Voilà, c'est une question qu'on aurait pu poser à Rachid aussi. Hein. Moi, c'est juste pour apporter une précision. Tout à l'heure, tu as parlé de la liberté de la presse, avec beaucoup d'ironie. Je rappelle que quand nos pères ont fondé le journal Alger ce soir, la profession de foi qui était écrite sous le titre en couverture, c'était tout dire, tout expliquer, tout commenter. Oui. Et la formule, c'était le quotidien qui donne la parole aux dockers et pas à leur ministre. Donc, je vais vous dire, à cette époque, était un espace de libre expression. Oui, absolument. Il n'y a pas eu après le redressement révolutionnaire de 65. Ça, tu as raison de le spécifier, effectivement. Bon, moi, je ne parlais pas de cette période-là, hein. Je parlais de 97. Mais oui, du reste, bah oui, mais Mohamed Boudia et Serge Michel ont donné, ton papa et le mien, ont donné vraiment leur empreinte, hein, à cette expérience de presse, effectivement. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ils avaient reçu du reste un prix international, hein, à l'époque. Ouais, là, je voulais dire quelque chose, ça m'a échappé. Oui. Juste pour cette histoire de ressentiment,
Vous allez rencontrer, justement, après vous allez continuer à votre retour d'Algérie, etc. Vous continuez votre enquête, votre recherche de témoins, vous allez rencontrer donc sa compagne, la mère de ses 3 fils, et puis une amante. Et pour le coup, là on a du ressentiment. Vous écrivez, après avoir rencontré ces 2 femmes, lui avait disparu, et plus rien ne pouvait désormais modifier l'image ultime de sa déchéance. Le jugement des femmes était rédhibitoire pour la déception trop violente pour que lui soient pardonnés ses manques et ses faiblesses. La statue du héros, déboulonnée, devait être lapidée. Je n'élevais pas les lynchages, écrivez-vous. Mon instinct de survie m'a poussé à fuir les rives dévastées de la désespérance. Autrement dit, même si effectivement les sentiments sont mêlés et troubles, vous ne cultivez pas les passions tristes, comme disait. Non, absolument. Ah oui, bon, effectivement, bon, j'ai rencontré beaucoup de monde. Et j'ai rencontré les femmes, j'ai rencontré la mère de ses 3 fils. J'ai rencontré sa dernière amie, qui avait mon âge d'ailleurs, et donc il y avait beaucoup de ressentiments. Et c'est vrai que c'est une image, parce que moi je voulais choisir mon image, et moi je voulais abandonner ça justement, pour être constructive, pour aller au-delà, et c'est comme ça que ça m'a propulsée vers autre chose, et vers un acheminement qui me mène vraiment à quelque chose de lumineux que j'ai choisi. J'ai choisi de sublimer ça. Donc j'ai retenu ce que je voulais retenir. Et le reste, bon, pourquoi pas. Une autre question? Oui. Philippe? Oui, en quelque sorte, cette rencontre tardive avec ce père donc, que tu avais ignoré pendant 40 ans. Enfin, qui t'avait ignoré? Tu savais qu'il existait, mais il a contribué à faire la femme que tu es devenue par la suite. Des engagements que tu avais déjà, mais à les concrétiser à travers ton écriture, à travers... donc il a... Est-ce que quand tu as écrit ce livre, ce portrait, est-ce que tu as eu aussi le souci d'une certaine transmission par rapport à tes fils, je crois que tu as 2 fils, pour qu'ils comprennent eux aussi, qu'ils sachent leur mère, pourquoi elle a fait ça. Tu parlais du sentiment de culpabilité à un moment donné que tu as pu avoir justement pendant tout cet épisode quand tu as retrouvé ton père, d'avoir délaissé quelque peu ta famille et tes enfants. Est-ce que ce souci t'a animé ou est-ce que c'était quelque chose dont tu as pris conscience par la suite ou est-ce que c'était... Alors pas quand je l'ai écrit. Oui. Non, pas du tout quand je l'ai écrit. En revanche, après, ben évidemment, les premières personnes à qui je l'ai envoyé, c'était eux. Mm-hmm. Donc, bon, il y a un moment. Il y a un moment pour la transmission. Du moins, j'ose le croire. C'était pas l'heure. L'un d'eux, oui. L'autre m'a dit c'est trop triste, je ne peux pas le lire. Et je ne le percevais pas comme ça, moi. Je ne sentais pas triste. Mais lui, oui. Comme quoi, on reçoit... Peut-être parce qu'il avait perçu de la tristesse. Peut-être, c'est possible. C'est possible, oui. Oui. Mais c'était un passage. Ça a fini en apothéose. Il y a quand même des passages dans le livre qui sont effectivement très chargés, émotionnellement et très lourds. Oui, c'est vrai. Et j'imagine ce que ça doit être quand on est directement intéressé. Oui? Oui, moi j'ai une question. Chida. Oui. Tu as écrit ce livre suite à une commande. Oui. Je ne sais pas vers quelle année en fait elle a été faite la commande, et je me demandais si auparavant tu avais déjà des bribes des choses que tu avais déjà écrites, quoi, je veux dire, par rapport à... c'est-à-dire... Au-delà de la commande... Ce que j'avais écrit, c'était la biographie de Serge Michel. Donc là, je mentionnais quand même ma rencontre en tant que fille, mais je la mentionnais. Donc c'était pas autobiographique. Mais donc j'avais déjà tout ça. Donc c'était quand même un cheminement. Parce que je pense que ce type d'écriture demande une certaine maturité. Oui. Voilà, donc il faut du temps. Oui. Il faut du temps. Du reste, je ne l'aurais pas fait tout de suite. Oui, puis je disais que je n'aurais peut-être pas fait du tout d'ailleurs.
Mais je ne pouvais pas le faire tout de suite. Non, c'était pas possible. Une bonne dose on va dire de courage. Oui, puis c'est difficile de se dire, tu en sais quelque chose. Donc c'est difficile de se dire, il y a une certaine pudeur, mais il faut, sinon il n'y a pas d'écriture. Il n'y a pas d'écriture autobiographique, ça certainement pas. Si on ne se lâche pas. C'est vrai que là, pour le coup, juste une parenthèse sur l'écriture, particulièrement forte, tout en n'étant jamais larmoyante ou putassière, vous parlez avec beaucoup d'émotion, sans une grande maîtrise, un contrôle au niveau du texte qui est assez effectivement bluffant. Merci. C'est gratuit. Est-ce qu'il y a une dernière question? Allez-y. Oui, Amine. En écoutant, enfin tu nous en avais déjà un peu parlé dans les ateliers, mais c'est vrai qu'il y a tout un monde vraiment vrai. C'est ça qui est au-delà des clivages Algérie-France, c'est un monde vrai et c'est ça que je trouve plus intéressant que les officiels comme tu décris, et on va au fond des choses, c'est ça qui intéresse. Après, quand on entend parler anarchisme, libertaire, officiel, on dit c'est des mondes complètement, on pourrait croire opposés, mais on est dans le temps de la guerre et je crois que, enfin, il faut revenir dans le contexte en fait. Et c'est surtout ça qui est peut-être lointain, surtout pour... c'est très intéressant ce que tu dis, parce que quand j'ai écrit la biographie de mon père, mon préfacier était Jean-Claude Carrière. Oui, l'auteur. Oui. Et Jean-Claude Carrière, justement, s'était posé lui-même la question. Comment, étant anarchiste libertaire, on peut trouver sa place dans un mouvement comme le Front de Libération, le FLN, un mouvement révolutionnaire où il y a un cadre extrêmement rigide, où il y a un mode de fonctionnement qui ne colle pas du tout avec ça. Donc c'est une originalité dans cette histoire. Peut-être justement parce qu'il partait avec cet esprit de se mettre au service d'eux. Ah oui, c'est vrai que tu l'as dit. Voilà, quand je disais il est passé au décolonial avant l'heure, on en parle beaucoup aujourd'hui du décolonial. Avec des définitions très grand écart au niveau des définitions. Il y a l'exemple de quelqu'un qui m'était très proche, qui était au POUM en Espagne, et qui se retrouvait en résistance avec les FTP. Oui. Donc il y a quand même un retour aux sources, un retour vers la normalité révolutionnaire. Oui, c'est ça. Voilà. Donc on peut penser qu'il y a un grand écart, mais moi c'est ce qui fait l'originalité de ce militant, justement. Il y a peu d'anarchistes dans cette histoire. Il y en a quelques-uns, mais il y en a peu. Et donc ça c'est intéressant, ouais, effectivement. Même après, quoi, on se pose la question. Du reste, quand il est parti après le PANAF, donc le PANAF, le Festival panafricain de 69. Et il en avait marre, quoi. L'Algérie boumedienne, il commençait à avoir un peu une overdose. Et moi j'ai une question par rapport à l'anarchisme de ton papa. Par rapport à ses parents, ils ont déjà une culture un peu anarchiste. Il y avait ça dans les germes familiaux. Alors là, c'est pareil, on est en plein mythe. Alors le mythe a beaucoup compté dans la vie de ce personnage, de Serge Michel, parce qu'il y avait une origine russe du côté du père, plus ou moins floue, plus ou moins définie. Et il a beaucoup... C'est un personnage romanesque. C'est un personnage de roman. Vraiment un personnage de roman en même temps. Donc il a beaucoup joué là-dessus aussi, il a beaucoup joué sur cette origine, il s'est inventé tout un mythe. Par exemple, quand il racontait que quand il est né, il a été baptisé en trempant le derrière dans une soupière de vin rouge. Bon, il y en a qui l'ont cru, hein. Voilà, qu'il y avait des grands révolutionnaires autour de la table, etc. Donc je pense que ça, c'est le mythe. Hein. Ses parents, c'est origine ouvrière, hein, avec un père qui est devenu petit bourgeois, qui sont vite devenus petits bourgeois.
Et voilà, mais il n'y a pas directement une tradition. Voilà, c'était pas... Non, pas directement. Bien, je vous... Ah, allez-y. Alors merci pour cette superbe présentation. Et maintenant, je n'ai qu'une question. Où peut-on se procurer le livre? Ici. Vous allez pouvoir le procurer. Voilà, c'est bien, tu as fait la transition. Au-dessus, voilà. Merci. Au-dessus, en partageant le verre de l'amitié. Voilà. Je vous remercie pour cette soirée. Merci Marie-Joëlle. On termine avec toi la présence. Merci à celles et ceux qui nous suivent. Et à bientôt. Merci.